Donald Trump parle maintenant d'entrer à Cuba, de prendre Cuba, c'est de ça qu'il parle. Ça ne va pas s'arrêter seulement à l'Iran. Ça ne s'est pas arrêté à la situation Maduro-Venezuela. Maintenant, il a les yeux rivés sur Cuba. J'étais justement avec une personne formidable qui est cubaine et qui a fait fortune dans le sucre, tu sais, la famille Fanou, n'est-ce pas? Et sa famille veut retourner à Cuba pour la visiter. Ils ne sont pas retournés là-bas depuis environ 50 ans. Ils viennent en grande partie de Cuba et on verra ce qui se passe. Ils m'ont posé des questions à ce sujet. Ils veulent y retourner. Pas seulement Fanoul. De nombreux Cubains ont exprimé leur envie d'y retourner. Je pense que Cuba, pour le tourisme et le reste, est une île magnifique au climat superbe. Ils ne sont pas en zone d'ouragan, ce qui est agréable. Pour une fois, ils ne demanderont pas d'argent chaque semaine pour cela. Je pense que Cuba touche à sa fin. J'ai toujours entendu parler des États-Unis et de Cuba. Quand les États-Unis le feront-ils? Je crois vraiment que j'aurai d'avoir l'honneur de prendre Cuba. Ce serait bien. C'est un grand honneur de prendre... Cuba. Prendre Cuba d'une certaine manière. Ouais, prendre Cuba. Je veux dire que je la libère, que je la prenne. Je veux dire, regarde, Peter Doocy fait une crise de panique en ce moment parce que, tu sais, il essaye de tourner ça en faveur de Trump. Prendre Cuba, ce n'est pas vraiment ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu essayes de dire. Non, la prendre. Je veux la prendre, j'aimerais tout prendre. Je pense que je pourrais en faire tout ce que je veux. Tu veux connaître la vérité. C'est une nation très affaiblie, non? Très violent. Des dirigeants très violents. Castro est un dirigeant très violent. Ses frères sont des dirigeants très violents, extrêmement violents. C'est comme ça qu'ils ont gouverné. Ils ont gouverné avec violence. Mais beaucoup de gens aimeraient y retourner. D'accord. D'accord, alors dites-le simplement ouvertement. Vous savez, vous avez eu la clarification. Peter Doocy a essayé de lui donner une porte de sortie. Non, aucune porte de sortie. Je veux le prendre, je pense que je devrais le prendre, je pense que je pourrais en faire ce que je veux. Si vous voulez savoir la vérité. Maintenant, il dit simplement à voix haute ce qu'on ne disait pas. Maintenant, il va le prendre, il va essayer de prendre Cuba. Nous sommes, vous savez, de retour à l'impérialisme pur et dur et à la propagande belliciste. C'est incroyable. Oui, il va le faire et il parle toujours de, vous savez, le truc marrant avec Trump, c'est qu'il voit toujours tout comme une opportunité d'investissement. Peu importe à quel point son idée est psychotique, peu importe à quel point ses plans sont troublants, sombres ou mauvais, il les voit toujours à travers le prisme des opportunités d'investissement. On se souvient tous du moment où il a publié sur Truth Social la fameuse vidéo IA de Gaza, avec des stations balnéaires et des casinos tout le long de la côte, n'est-ce pas? Parce que c'est là où son esprit va, il permet et finance un génocide, et ensuite il pense à ça. Mais imaginez un peu, imaginez qu'on ait un Four Seasons là-bas, non? Imaginez un Trump Resort, le Trump Resort à Gaza. Imaginez combien d'argent on pourrait récolter avec les tables de blackjack qu'on installerait là-bas. Vous savez, on lancera un spectacle burlesque, on installera un parcours de golf, vous voyez, les revenus, et c'est ça qu'il veut. Vous savez, il pense à Cuba parce que c'est une belle île, il fait beau et ils ne connaissent pas les ouragans. C'est comme, vous voyez déjà qu'il réfléchit, vous voyez déjà qu'il pense à Trump. La Havane. Mettons un casino sur la côte cubaine. Maintenant, les États-Unis ont interrompu l'approvisionnement en pétrole vers Cuba, ce qui a provoqué en gros un effondrement complet du réseau électrique cubain, ce qui, à mon avis, revient à préparer et affaiblir Cuba. Pour que nous puissions bientôt la prendre, comme Trump dit vouloir le faire, regardons une petite description de ce qui s'y passe. Selon la compagnie d'électricité du pays et les dernières nouvelles sur CNN, le réseau électrique cubain a subi un effondrement complet et total. C'est selon l'opérateur électrique du pays. Regardez, il n'y a même pas de lampadaire qui fonctionne. C'est la première panne d'électricité nationale depuis que les États-Unis ont coupé l'approvisionnement en pétrole à Cuba. Ouais, donc en gros, on essaie juste de, vous savez, détruire leur pays autant qu'on peut. Avant de le prendre, non? C'est simplement une manœuvre pour affaiblir le pays en ce moment. Voici quelques réactions à cela. Donc voici Hassan Piker qui dit « Eh bien, on est occupé à détruire le Golfe. Notre projet annexe consiste à imposer un siège total à l'île de Cuba. Incroyablement cruel. Ici, Kyle Kalinske a dit « Parfois, j'aimerais qu'il y ait un enfer. » Il réagit à cette nouvelle.
Les responsables cubains annoncent donc que le réseau national s'est effondré, privant tout le pays d'électricité. Et puis celle-ci, Trump, c'est la citation de Trump tirée de la vidéo que nous venons de regarder. Donc c'est tout le monde. Vous savez, ce sont des commentateurs de gauche. Mais ces gars-là ne font qu'admettre l'évidence, à savoir que nous sommes, c'est un siège pour essentiellement affaiblir le pays et nous préparer une belle situation. Pour la prendre maintenant, encore une fois, Trump, on y est déjà, Trump parle déjà de la prendre. Il dit qu'il sera la personne qui aura l'honneur de le faire. Et ils ont un super climat. Et la direction est dégoûtante. Blablabla, n'est-ce pas? Voyons donc ce que Marco Rubio avait à dire. Voici Marco Rubio en janvier, lorsqu'il a dû témoigner sur la situation au Venezuela et la capture de Nicolás Maduro. Il a répondu ainsi aux questions sur le changement de régime à Cuba. Parlons de changement de régime. Je vais simplement passer à quelques autres sujets. Vos commentaires selon lesquels la Havane devrait s'inquiéter de l'opération Maduro alimentent les spéculations selon lesquelles cette administration va maintenant tourner son attention vers Cuba. Allez-vous aujourd'hui vous engager publiquement à exclure tout changement de régime américain à Cuba? Changement de régime? Oui, Non, je pense que nous aimerions voir un changement de régime, nous aimerions ça. Cela ne veut pas dire que nous allons provoquer ce changement, mais nous aimerions le voir changer. Il ne fait aucun doute que ce serait d'un grand bénéfice pour les États-Unis si Cuba n'était plus gouverné par un régime autocratique. Mais vous savez ce que nous entendons par changement de régime? Nous ne voulons pas dire que nous souhaitons simplement que quelqu'un d'autre soit aux commandes. Quand nous parlons de changement de régime, nous parlons d'utiliser la puissance des États-Unis, généralement la puissance cinétique, mais souvent d'autres formes de coercition. Et je ne dis même pas que ce n'est jamais dans notre intérêt, je dis juste que je ne vous demande pas si nous préférerions un autre type de gouvernement. Je vous demande si vous essayez de précipiter la chute du régime actuel. Oui, mais cela est statutaire. La loi Helms-Burton a inscrit l'embargo américain sur Cuba dans la loi et exige un changement de régime pour le lever. D'accord, nous ne l'avons pas fait. Voilà mon pote. Je veux dire, c'est comme si ce type ne voulait pas que Marco Rubio donne la réponse qu'il donne, comme ces gens-là, c'est très similaire à ce qui s'est passé avec Peter Doocy. Il tente d'offrir une porte de sortie à Marco Rubio ou de s'opposer doucement. Marco Rubio répond « non ». Pour agir, il faut un changement de régime. C'est comme « ouais, on va avoir... ce ne sera pas une guerre. Qu'est-ce que Cuba va faire, tu vois? Mais ça va quand même, ouais. Nous allons imposer un changement de régime par la force militaire américaine. Nous allons utiliser notre puissance militaire pour provoquer un changement de régime à Cuba, prendre ses ressources et peut-être en prendre le contrôle. Je veux dire, on contrôle pratiquement l'Iran en ce moment, donc, oui, je veux dire... c'est essentiellement ça. Et voici pourquoi ils disent tout haut ce qu'ils pensaient en tout bas. Les Rubio, les Trump, ils en parlent ouvertement. Ouais, on va le prendre. Et lui, il dit, non, on aimerait voir un changement de régime. Blabla, 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 blabla. On pourrait penser qu'il ressentirait une certaine obligation de respecter le peuple américain en nous mentant sur ce qu'ils font. Non, ils semblent moins mentir. Ils font presque ouvertement des choses qui semblent insensées et qui semblent mal avisées, tu sais, en termes de bénéfices ou d'absence de bénéfices pour le peuple américain. Non, des choses comme aller en guerre contre l'Iran, des choses comme, tu sais, un possible changement de régime et une prise de contrôle de Cuba, non. Je veux dire, rappelle-toi, Marco Rubio disait qu'on savait qu'Israël frapperait l'Iran, donc il fallait intervenir. En somme, il disait qu'on était soumis, non. Donc je pense que la raison pour laquelle ils sont aussi effrontés et honnêtes, Trump, Rubio et tous ces gens, quand ils parlent de ces décisions de politique étrangère complètement folles, c'est à cause de ce qu'on va regarder maintenant. Donc maintenant, voici un extrait de CNN qui parle de la vision actuelle du MAGA GOP sur Trump, statistiquement parlant. Alors regardons ça. Et c'est l'un de ces exemples, parce que regardez ici, l'avis du MAGA GOP sur Trump approuvant à 100%, 100%. Si vous êtes membre du MAGA et du GOP, vous approuvez Donald John Trump à 0%. Disent qu'ils désapprouvent. Pas besoin d'être un génie des maths pour savoir qu'on ne peut pas dépasser 100%. Il est comme les Dolphins de Miami de 1972. Maintenant, il y a certains républicains qui désapprouvent Donald John Trump, mais ils ne font pas partie du mouvement Make America Great Again. En fin de compte, si vous êtes membre de MAGA, vous approuvez Donald Trump. C'est intéressant car quelques personnes en vue se sont exprimées en ligne. Elles sont très en colère contre cette guerre avec l'Iran car il avait promis aucune nouvelle guerre.
Y a-t-il des signes que des gens pourraient quitter MAGA en vue de 2024? Oui, d'accord. Donc, tu sais, je l'ai déjà dit, et tu sais, le thème de cette séquence, c'est Tucker Carlson, peu importe. Et quand on regarde les chiffres... Voilà, 100% d'approbation de la part du MAGA GOP pour ce que fait Trump. Je veux dire, cet homme a du mouvement, Denis. Il a du mouvement. Il a toujours eu du mouvement. N'est-ce pas? Je veux dire, en réalité, ce qu'il a, c'est une secte. Je veux dire, c'est vraiment juste un culte de la personnalité. Et tu sais, tu le vois, tu es en train de le voir. Comme ces néandertaliens qui respirent d'un bruyamment et qui sont juste dans ce genre de, tu sais, oh, j'ai la tête audible. Je veux dire, tu vois quelque chose? À chaque fois qu'il agit, une partie de la population réagit dès qu'on critique Donald Trump, peu importe la raison. Oh, TDS, oh ouais, ton TDS se voit, l'arme de gauchiste. Ils sont comme, tu sais, des boomers Facebook idiots qui respirent par la bouche. Ce public-là, qui, je pense, constitue en grande partie le MAGA GOP à ce stade, ce public-là, ils ne se retourneront jamais contre ce type. Jamais, 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 jamais. Ils vont être à fond pour la guerre en Iran, ils sont à fond dedans, ils vont être à fond pour le changement de régime à Cuba. Je veux dire, ça n'a aucune importance si c'est exactement l'opposé de tout ce qu'il a promis pendant sa campagne. Ils vont être partants, non? Parce qu'ils sont justes, ils sont dans une sorte de culte de la personnalité, c'est tout. Il les a complètement verrouillés. Probablement entre 25 et 35% du pays, presque un tiers du pays. J'ai l'impression qu'il les a complètement verrouillés. Maintenant. Si votre taux d'approbation en tant que président est de 33%, c'est extrêmement bas, non? C'est comme les chiffres de George W. Bush. Mais je pense que ces 33% du pays font en gros partie de la secte de Trump. Je veux dire, il peut donc faire à peu près ce qu'il veut. Et à leurs yeux, c'est le plus grand président de tous les temps. Il reste le sauveur de tout, n'est-ce pas? Et vous savez, je pense aussi. C'est pour ça que je pense que lui et Marco Rubio sont tout simplement effrontés et honnêtes à propos de leurs intentions. À l'étranger. C'est surtout parce qu'ils savent très bien que, oui, les partisans de MAGA ne vont pas retourner leur veste contre Trump. Statistiquement, aucun d'entre eux ne le fera, je veux dire, c'est du 0%. Statistiquement, presque aucun d'entre eux ne le fera, c'est ça. Je pense que l'autre raison, c'est que, tu sais, je l'ai déjà dit, Trump sait que c'est son dernier mandat. Je pense qu'il sait que c'est son dernier mandat. Il ne se préoccupe plus de la popularité de ses décisions, ne se représentant pas à une troisième élection, ni cherchant à rester au pouvoir. Et cela lui est égal. Il ne se soucie pas de J.D. Vance, il ne se soucie pas de ruiner, tu sais, les chances de J.D. Vance de gagner en 2028. Donald Trump a-t-il déjà pensé à quelqu'un d'autre que lui-même? Il ne paraît pas proche de J.D. Vance et s'en fiche. Je veux dire, si J.D. Vance était intelligent, il quitterait simplement cette administration et rejoindrait le genre de Tucker. Fuente, parce que même s'il a évidemment eu beaucoup de différends avec Fuentes. Mais je pense que si J.D. Vance est intelligent, il verrait dans quelle direction le vent souffle et saurait que, tu sais, les jeunes conservateurs ne sont pas intéressés par ce qui se passe ici. Et certainement, des gens comme les indépendants ne sont pas intéressés par ce qui se passe ici. En ce qui concerne la guerre en Iran et tout ça, et toutes ces discussions sur Cuba. Mais non, jusqu'à présent, il a plutôt été fidèle et déterminé. Et je veux dire, s'il y va maintenant, je suppose. Si une élection opposait J.D. Vance à Gavin Newsom, Newsom gagnerait largement. Je n'aime même pas Newsom, mais il l'emporterait largement. Donc on dirait que Trump va juste y aller. Je me fiche de ce qui se passe après moi, je veux faire ce que je pense être le mieux pour moi. Mes intérêts commerciaux, et les intérêts commerciaux de mes riches amis, et les intérêts des donateurs de ma campagne. Les Myriam Adelson, n'est-ce pas, qu'est-ce que Myriam Adelson veut? C'est ce que je vais faire, et je pense qu'il le sait aussi, et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ma base d'une certaine manière, parce que ces gens ne me quitteront jamais. Ils ne partiront jamais. Je peux être le président le plus fou que vous ayez jamais vu, et 100% de mon mouvement soutiendra toujours mes actions. C'est incroyable. Sérieusement, mon Dieu, mec, Facebook, ça rend vraiment les boomers fous. Ça rend vraiment les boomers fous.